Je me promenais sur la place des Vosges par une froide après-midi d'automne. Les feuilles, teintes dans des tons orange et rouge, dansaient au gré du vent, créant une scène nostalgique qui contrastait avec l'agitation quotidienne de Paris. Ma routine d'enseignante à la retraite me permettait ces moments de contemplation, mais cet après-midi-là, quelque chose de différent attirait mon attention. Alors que je m'approchais d'un des bancs de la place, j'ai vu un garçon, en haillons et avec un regard mêlé de désespoir et d'espoir. Il tenait un gobelet en plastique, demandant l'aumône aux passants qui se précipitaient, ignorant sa présence. J'ai ressenti un pincement de compassion et j'ai décidé de me rapprocher. « Bonjour, jeune homme », dis-je en essayant de paraître accueillant. « Quel est ton nom ?» Le garçon, d'abord hésitant, m'a regardé avec méfiance avant de répondre. « Je m'appelle Étienne. »« Étienne, que fais-tu seul ici ?» ai-je demandé, inquiet. Il baissa la tête, s'agitant nerveusement avec le verre dans ses mains. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura-t-il. « Mes parents sont partis et je suis seul. » Mon cœur se serra lorsque j'entendis ces paroles. J'ai toujours pensé que personne ne devrait affronter la vie sans soutien, surtout un enfant. « Viens avec moi, Étienne, » dis-je en tendant la main. « J'ai une grande maison et je pourrais utiliser l'entreprise. De plus, je peux vous aider dans vos études. » Il hésita, mais quelque chose dans mes yeux devait exprimer de la confiance, car il accepta ma main. Nous avons marché ensemble jusqu'à mon appartement, un endroit modeste mais accueillant où je vivais seule depuis la mort de mon mari. « Ce sera ta maison maintenant », déclarai-je en lui montrant la chambre que j'avais rapidement préparée. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. » Les premiers jours, Étienne est resté méfiant, comme un petit animal capricieux qui ne sait pas s'il peut faire confiance. Mais j'étais déterminée à lui montrer qu'il en était capable. « Que penses-tu de commencer à étudier ensemble ?» j'ai suggéré pendant le petit déjeuner. « Puis-je vous aider avec vos cours et, peut-être, vous inscrire dans une école locale ?» Il m'a regardé, surpris, et pour la première fois j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu ferais ça pour moi ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. « Bien sûr ma chère. Tout le monde mérite une chance d'apprendre et de grandir. Et j'aimerais être la personne qui peut vous aider. » Petit à petit, Étienne s'est ouvert. J'ai découvert qu'il était extrêmement intelligent et curieux, des qualités qui nécessitaient juste d'être guidé. Je l'ai inscrit dans une école voisine et j'ai consacré mes après-midi à l'aider dans ses tâches et ses devoirs. « Allez, Étienne, tu peux résoudre cette équation, » dis-je patiemment, alors qu'il luttait avec ses devoirs de mathématiques. Au fil du temps, j'ai vu une transformation incroyable. Étienne commence à exceller dans ses études, apportant toujours de bonnes nouvelles de l'école. « Madame Marie-Claire, j'ai eu la meilleure note du cours de français. » s'est-il exclamé, rayonnant, en rentrant chez lui. « C'est merveilleux, ma chérie. Je suis si fière de toi, » ai-je répondu avec un cœur plein de joie. La relation que nous avons construite allait au-delà de celle entre enseignant et élève, je suis devenue la figure maternelle dont il avait tant besoin. Et lui, à son tour, a comblé un vide dans ma vie dont j'ignorais même l'existence. Chaque progrès, chaque réalisation d'Étienne était une victoire partagée. Il exprimait souvent sa gratitude, mais je savais que le véritable cadeau était le mien. Avoir l'opportunité de transformer la vie de quelqu'un, en même temps, de trouver un nouveau but à ma propre vie était inestimable. C'est ainsi que notre voyage ensemble a commencé, un voyage d'amour, d'apprentissage, surtout, d'espoir. Voir Étienne s'épanouir a été une des plus grandes joies de ma vie. Lorsqu'il a remporté la bourse d'études dans une université prestigieuse, j'ai eu l'impression que mon cœur allait éclater de fierté. J'ai suivi chaque étape de votre parcours académique avec un enthousiasme que seule une mère pouvait comprendre. « Marie-Claire, j'ai eu la bourse », s'exclama-t-il en entrant dans la maison avec un sourire radieux sur le visage. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner, et j'ai failli laisser tomber la casserole quand j'ai appris la nouvelle. « Ma chérie, je suis si heureuse pour toi. » Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant des larmes de joie couler sur mon visage. « Tu mérites ça plus que quiconque. Je sais que tu brilleras. » Alors, Étienne est parti à l'université, et même à distance, nous avons gardé un contact constant. Il m'appelait toujours pour me parler de ses cours, de ses nouveaux amis et de ses réalisations.
J'ai ressenti un mélange de désir et de fierté. Lors des visites du week-end, il apportait des piles de livres et une énergie contagieuse qui illuminait notre maison. Lors de sa remise des diplômes, j'étais au premier rang, vêtu d'une robe qu'Étienne avait achetée spécialement pour l'occasion. Lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir son diplôme et a commencé à parler, mon cœur s'est presque arrêté. Je veux dédier cet exploit à une personne très spéciale, a-t-il déclaré au micro en me regardant directement. Marie-Claire, sans toi, je ne serais pas là. Tu m'as offert un foyer, une éducation et surtout, tu m'as appris la valeur de la gentillesse et de la persévérance. Mes larmes coulaient librement tandis que j'applaudis, sentant une vague de gratitude et d'amour m'envahir. Après la cérémonie, il a couru vers moi, le diplôme à la main et un immense sourire aux lèvres. Tu l'as fait, Étienne. Dis-je en le serrant fort dans mes bras. Je suis si fière de toi. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Marie-Claire, répondit-il, les yeux pleins d'émotion. Tu es la raison de tout ça. Étienne a été embauché par une entreprise renommée peu après l'obtention de son diplôme. Il s'est rapidement fait connaître, gravissant les échelons de sa carrière avec une détermination impressionnante. J'ai suivi chaque victoire avec le cœur plein de joie, sentant que ma mission était accomplie. Cependant, ma santé a commencé à décliner. Le poids des années et les soucis quotidiens ont commencé à faire des ravages. Étienne a remarqué ma fragilité, lors d'une de ses visites, il m'a fait une promesse qui m'a fait chaud au cœur. Marie-Claire, tu as toujours pris soin de moi. Maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. Ma chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, dis-je, essayant de minimiser ça. Vous avez une brillante carrière devant vous. Cela ne change rien, a-t-il répondu en me tenant fermement les mains. Tu es ma famille. Je te promets que je serai toujours là pour toi. Les années passèrent vite, et malgré ma mauvaise santé, Étienne continuait à me rendre visite fréquemment. Il m'a emmené chez des médecins, a pris soin de mes besoins et s'est assuré que je me sentais aimée et valorisée. Marie-Claire, je t'ai apporté des fleurs, dit-il en entrant dans la maison avec un bouquet de lys, mes préférés. Ils sont magnifiques, Étienne. Merci, répondis-je en sentant le doux parfum des fleurs remplir la pièce. Vous méritez toutes les fleurs du monde, dit-il avec un sourire, en disposant les fleurs dans un vase. À chaque instant passé ensemble, j'éprouvais une profonde gratitude d'avoir rencontré Étienne sur cette place il y a tant d'années. Il était devenu non seulement un fils pour moi, mais aussi la preuve vivante que la gentillesse peut transformer des vies. Ainsi, même avec les incertitudes de la vie, je savais que mon héritage d'amour et de générosité perdurerait à travers Étienne. Il a, à son tour, promis de perpétuer ce cycle éternel de bonté, en veillant à ce que d'autres enfants orphelins aient également la chance de parcourir le chemin du succès. La vie a une manière particulière de nous surprendre. Après tant d'années de paix et de tranquillité, mon monde a été bouleversé par l'arrivée inattendue de Sophie. C'était un après-midi ensoleillé quand j'entendis sonner sans cesse à la porte. J'ai ouvert la porte et elle était là, ma fille, avec un visage fatigué et des yeux pleins de larmes. « Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai ressenti un mélange de joie et d'inquiétude en voyant Sophie. Nous n'avions plus eu de contact depuis des années et l'état dans lequel elle se trouvait montrait que les choses n'allaient pas bien. Sans hésitation, je l'ai serrée fort dans mes bras. Bien sûr mon amour. Entrez, parlons, dit-il en essayant de transmettre le calme. J'ai découvert que Sophie traversait une série de problèmes financiers et personnels. Elle s'était impliquée avec les mauvaises personnes, avait accumulé des dettes et n'avait plus aucune ressource pour subvenir à ses besoins. Mon cœur s'est serré en entendant son histoire et je n'ai pas réfléchi à deux fois avant de proposer mon aide. Sophie, tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Résolvons cela ensemble. Les premiers jours ont été une période d'adaptation, mais je me suis vite rendu compte que la situation était plus grave que je ne l'imaginais. Sophie subissait la pression de ses créanciers, et dans un moment de désespoir, m'a suggéré de vendre la maison pour rembourser ses dettes. Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais je ne vois pas d'autre solution. S'il vous plaît, aidez-moi à vendre la maison, a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. Cette maison était mon refuge, le lieu où j'ai élevé Sophie et où j'ai aidé Étienne à parcourir son chemin. Vendre la maison, ce serait comme abandonner une partie de moi-même.
Cependant, en voyant ma fille dans une telle détresse, j'avais l'impression que je n'avais pas le choix. C'est bon, Sophie. Nous le ferons, répondis-je, le cœur brisé. Nous avons vendu la maison et emménagé dans un petit appartement. Mais malheureusement, les problèmes de Sophie ne sont pas terminés. Elle a continué à prendre de mauvaises décisions, dépensant de l'argent de manière irresponsable. Peu de temps après, nous nous sommes retrouvés à nouveau sans ressources. Maman, je ne sais pas quoi faire, a avoué Sophie, alors que les larmes coulaient sur son visage. Je me sentais impuissant. J'ai essayé de la conseiller, mais rien ne semblait fonctionner. Les dettes augmentaient, par une journée particulièrement sombre, Sophie disparut tout simplement. Je l'ai cherchée partout, mais c'était comme si elle s'était évaporée. Sans ressources et sans ma fille, j'ai été obligée de quitter l'appartement. Je n'avais nulle part où aller, le cœur brisé, je me suis retrouvée dans les rues de Paris. Les nuits étaient froides et solitaires, et chaque jour semblait une éternité. Un matin, alors que je cherchais un endroit où me reposer, j'ai rencontré une vieille amie, Marguerite, elle aussi sans abri. Nous avons parlé pendant des heures, partageant nos histoires de vie. Marie-Claire, je n'aurais jamais cru te trouver ici, dit Marguerite surprise. Moi non plus, mon amie. Mais la vie a sa façon de nous donner des leçons, répondis-je, essayant de trouver un peu de réconfort. Ces journées sont devenues une lutte constante pour la survie. Mais même dans les circonstances les plus défavorables, je n'ai jamais abandonné l'espoir de revoir Sophie. La pensée qu'Étienne allait bien et était heureux m'a aussi donné la force de continuer. Un jour, tout cela passera, me disais-je en regardant le ciel étoilé de Paris. Alors, entre tristesse et espoir, j'ai continué mon chemin, espérant un miracle qui me sortirait de cette situation. Cette nuit-là était froide et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de tristesse en voyant le nombre de personnes qui dépendaient de l'événement caritatif pour un repas chaud. J'ai organisé chaque détail avec soin, dans l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, je pourrais faire une réelle différence dans la vie de ces personnes. Je ne savais pas que le destin m'avait préparé une surprise. Marchant entre les files de sans-abri, il distribuait des repas et échangeait quelques mots avec chacun. « Voilà, monsieur, j'espère que ça vous plaira, » dis-je en tendant un bol de soupe à un homme à la barbe grise. « Merci, jeune homme. »« Que Dieu vous bénisse, » répondit-il, une lueur d'espoir dans les yeux. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai continué mon travail, parlant aux gens et écoutant leurs histoires. C'est alors que je tournais au coin d'une tente de fortune, mes yeux tombèrent sur une silhouette qui me figea sur place. La peau ridée et les yeux fatigués, mais pleins d'une dignité indubitable, n'appartenaient à nulle autre que Marie-Claire. La femme qui, il y a des années, avait changé ma vie pour toujours. Marie-Claire, ma voix était un murmure, à peine audible. Elle a levé les yeux et pendant un instant, je me suis demandé si elle me reconnaîtrait. Mais ensuite, des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Étienne ? C'est toi, ma chérie ?» Sa voix était faible mais pleine d'émotion. Je me penchai à côté de lui, incapable de retenir les larmes qui commençaient également à couler sur mon visage. « Oui, c'est moi. Que s'est-il passé ? Comment es-tu arrivé ici ? » ai-je demandé en tenant ses mains froides dans les miennes. Marie-Claire soupira profondément avant de commencer à s'expliquer. C'était Sophie, elle a eu des ennuis et j'ai essayé de l'aider. Nous avons vendu la maison, mais les dettes n'ont cessé de croître. Sophie a fait de mauvais choix, un jour, elle a tout simplement disparu. J'ai été sur la sellette. Rue depuis. Mon cœur s'est brisé en entendant ton histoire. Tu ne devrais pas vivre ça. Je vais t'emmener chez moi tout de suite, dit-il en l'aidant à se relever. Tu as toujours pris soin de moi, maintenant c'est à mon tour de prendre soin de toi. Tandis que nous marchions vers la voiture, Marie-Claire me regarda avec un mélange de soulagement et de gratitude. Je n'aurais jamais pensé que nous nous retrouverions ainsi, Étienne. Je suis si fière de toi, dit-elle avec un sourire faible mais sincère. Je te dois tout, Marie-Claire. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi, répondis-je, sentant une boule dans ma gorge. Rentrons à la maison. On s'occupera de toi comme tu le mérites. Quand je suis arrivée chez moi, je lui ai préparé un bain chaud et un repas décent. Marie-Claire avait l'air épuisée,
mais aussi soulagé. Pendant qu'elle mangeait, je me suis assis à côté d'elle et lui ai demandé davantage sur les dernières années. Je cherche Sophie depuis sa disparition, a avoué Marie-Claire. Mais en vain. Je voulais juste qu'elle aille bien. Je promets que je la retrouverai, dit-il en lui serrant la main. J'ai des contacts qui peuvent nous aider. Récupérons-la et résolvons cela ensemble. Marie-Claire souriait, mais ses yeux révélaient une profonde tristesse. Merci, Étienne. Tu es comme un fils pour moi. Je n'ai jamais perdu l'espoir qu'un jour tout irait bien. Alors, avec une détermination renouvelée, je me suis promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour réparer les injustices subies par Marie-Claire. La femme qui m'a tout donné alors que je n'avais rien avait maintenant besoin de moi et j'étais déterminée à ne pas échouer. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à utiliser mes contacts pour rechercher Sophie, tandis que Marie-Claire se remettait lentement. Mais c'est une autre histoire, car les retrouvailles dans la rue n'étaient que le début d'un nouveau chapitre de nos vies, plein d'espoir, de défis, qui sait, de rédemption. Étienne, une gentille dame française, trouve un garçon orphelin nommé Étienne et l'aide à suivre le chemin du succès. Des années plus tard, Marie-Claire se retrouve sans abri à cause des mauvaises décisions de sa fille et retrouve Étienne dans une situation inattendue. Cette histoire est une histoire de gratitude, de rebondissement et de réconciliation. Je me souviens très bien du jour où j'ai rencontré Sophie. Grâce à mes contacts, j'ai réussi à découvrir qu'elle se trouvait dans un foyer pour sans-abri, situé dans un quartier périphérique de Paris. Entrer dans cet environnement a été un choc. Les murs écaillés, l'odeur du désespoir et la mélancolie dans les yeux des gens m'ont profondément frappée. Cependant, ma détermination à retrouver Sophie et à apporter un changement dans la vie de Marie-Claire m'a donné de la force. Je suis arrivée au refuge et j'ai été accueillie par une bénévole, une jeune femme appelée Amélie. Elle m'a conduit à travers les couloirs jusqu'à une pièce où Sophie était assise, l'air perdu. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes et elle s'est mise à pleurer de façon compulsive. « Sophie, c'est moi, Étienne, dis-je doucement en m'approchant d'elle. Je suis venue pour t'aider. » Elle releva la tête, toujours incrédule. « Étienne ? Que faites-vous ici ?» a-t-il demandé en sanglotant. « Je suis venue te chercher, Sophie. Ta mère a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. » Sophie, désormais plus apaisée, m'a raconté les moments difficiles qu'elle a traversés et son regret de laisser Marie-Claire dans cette situation. J'ai décidé qu'il était temps de la ramener à la maison. Chemin faisant, je lui ai expliqué que je souhaitais lui donner une nouvelle chance, tant auprès de sa mère que dans sa vie professionnelle. En arrivant à mon appartement, Marie-Claire était assise dans le salon, nerveuse et anxieuse. Lorsque Sophie entra, c'était comme si le temps s'était arrêté. Les deux se regardèrent pendant un moment qui parut une éternité, jusqu'à ce que Sophie court dans les bras de sa mère. « Maman, pardonne-moi !» sanglotait Sophie en serrant Marie-Claire dans ses bras. « J'étais égoïste et irresponsable. Je suis vraiment désolée pour tout. » Marie-Claire, les larmes aux yeux, caressa les cheveux de Sophie et murmura. « Ma fille, l'important c'est que tu sois là maintenant. Traversons cela ensemble. » L'émotion de ce moment était palpable. J'avais l'impression que c'était le début d'une nouvelle phase pour nous deux. J'ai donc décidé de faire une proposition à Sophie. « Sophie, je souhaite te proposer un emploi dans mon entreprise. Je sais que tu as du potentiel et je veux te donner une seconde chance. Que dites-vous ?» Sophie m'a regardée avec de la gratitude dans les yeux. « J'accepte, Étienne. Je ferai de mon mieux pour mériter cette opportunité. » Les jours qui ont suivi ont été d'adaptation et de récupération. Marie-Claire, désormais sous mes soins et avec la présence de Sophie, commençait à retrouver santé et joie. Sophie, à son tour, s'est lancée avec diligence dans son travail, démontrant un engagement que je savais être en elle, n'attendant qu'une opportunité de s'épanouir. Par une nuit calme, nous étions tous réunis dans le salon. Marie-Claire, assise à côté de Sophie, me regardait avec un sourire que je n'oublierai jamais. « Étienne, tu as apporté la lumière dans nos vies dans un temps de ténèbres. Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Moi, émue, je lui ai tenu les mains et j'ai dit. « Marie-Claire, tout ce que je suis aujourd'hui, je te le dois.
Et c'est pourquoi j'ai décidé de créer une fondation à votre nom, pour aider les enfants orphelins à avoir une chance dans la vie, tout comme vous me l'avez donné. Marie-Claire s'est mise à pleurer, mais c'était des larmes de joie et de fierté. Étienne, tu n'imagines pas à quel point cela me rend heureux. Savoir que mon histoire avec vous peut inspirer et aider d'autres enfants est la plus grande récompense que je puisse recevoir. Sophie, excitée, s'est également jointe à la conversation. C'est merveilleux, Étienne. Je veux faire partie de cela et aider de toutes les manières possibles. C'est donc avec le cœur plein d'espoir et de gratitude que nous avons commencé à planifier la fondation qui perpétuerait l'héritage de gentillesse et de générosité de Marie-Claire. La boucle était bouclée et nous étions prêts à faire une différence dans le monde, ensemble.